Alors, je vais vous parler d'une étude qu'on a faite ici avec le docteur El Maleh et qui s'intéressait à l'impact de la stratégie de remplissage péropératoire sur les complications pulmonaires post-opératoires dans une population de chirurgie thoracique. Donc d'abord, on va définir les complications pulmonaires post-opératoires qu'on appellera les CP. Donc, dans un premier temps, l'atelectasie, qui est un affaissement alvéolaire secondaire à une obstruction bronchique. Le traitement repose du coup, à une ventilation non invasive ou à une fibroaspiration. Les pneumopathies infectieuses sont les complications pulmonaires post-opératoires les plus fréquentes en chirurgie thoracique. Elles associent des signes cliniques comme la toux, la dyspnée, l'hypoxémie, la fièvre, des expectorations, une augmentation du syndrome inflammatoire biologique. Et un infiltrat radiologique sont non spécifiques en post-opératoire. Donc, c'est une infection de la plèvre. Elle survient souvent secondairement à une pneumopathie. Et enfin, l'ALI pour Acute Lung Injury, qui est une agression pulmonaire inférieure à 300, un infiltrat radiologique à la radiographie thoracique bilatérale et du coup à une échographie cardiaque qui ne retrouve pas d'élévation des pressions de remplissage du cœur gauche. Donc, toutes ces complications peuvent amener à un tableau d'insuffisance respiratoire qui va être majoré en post-opératoire de chirurgie thoracique, puisqu'on a une dysfonction des muscles respiratoires, avec notamment l'usage des morphiniques en post-opératoire et à la douleur, ce qui entraîne une diminution du volume courant, du volume résiduel et de la CRF. Donc, l'étude des facteurs pour essayer de limiter ces facteurs de risque est une préoccupation majeure, notamment en anesthésie pour la prise en charge en chirurgie thoracique. Du point de vue épidémiologique, la première étude qui a parlé des complications pulmonaires post-opératoires a eu lieu en 1990. Elle regroupait 7300 opérations qui étaient digestives, urologiques, gynécologiques. Et elle définissait les CPP comme toute anomalie pulmonaire qui entraînait une dysfonction pulmonaire cliniquement significative, influençant défavorablement l'évolution clinique de l'intervention médicale. Dans cette étude, l'incidence des CPP était de 4,8%. En chirurgie thoracique, cette incidence est plus élevée, elle est de 12 à 40%. Elle augmente la durée d'hospitalisation et est la première cause de mortalité. Donc, pour stratifier le risque de survenue de CPP et de mortalité post-opératoire, il y a plusieurs scores prédictifs qui ont été créés, comme le Thoraco Score, qui a été créé en 2007 sur une base de données EPITOR. Donc, c'est une base de données de 15 000 patients thoraciques de la société française. Elle s'intéresse aux facteurs du coup dépendants du patient, comme son âge, le sexe, le score ASA, le performance statut et les scores dépendants de la chirurgie, donc une chirurgie urgente ou pas, une pneumonectomie ou non, et le caractère malin de la chirurgie. Et donc, elle permet de stratifier un score pour cibler si un patient en préopératoire est à risque de développer des complications pulmonaires post-opératoires. Donc, il y a des risques dépendants du patient en préopératoire, sont fixés. Et nous, on va s'intéresser aux risques indépendants du patient, donc qui ont lieu le jour de la chirurgie et qu'on pourra essayer d'éviter, donc des facteurs de risque évitables. Et notamment en anesthésie, on va s'intéresser à l'expansion volémique péropératoire.
Donc, la particularité en chirurgie thoracique, en anesthésie de la chirurgie thoracique, c'est la ventilation unipulmonaire qui va, je me suis donné sur cette diapo, qui va permettre aux chirurgiens de travailler dans les meilleures conditions. Donc, exclure un poumon, ça va créer une réponse hypoxique. Et du coup, ils ont passé de 60 à 80%. Donc, on a une augmentation du débit cardiaque de ce côté-là du poumon non opéré, et donc une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Et la ventilation unipulmonaire va parfois va pouvoir léser la barrière alvéolo-capillaire, qui va augmenter la perméabilité capillaire et donc un risque de développement d'un œdème du poumon opéré. On a le traumatisme chirurgical, lui, qui va léser la barrière alvéolo-capillaire et augmenter la perméabilité capillaire. Donc, des deux côtés, que ce soit homo ou contralatéral à la chirurgie, on voit bien qu'un apport excessif, en tout cas du point de vue physiopathologique, un apport excessif en cristalloïdes va pouvoir amener très rapidement un risque d'œdème pulmonaire par dépassement des capacités de compensation du poumon. Les recommandations actuelles de la SFA de 2019 en restrictive pour la chirurgie. L'objectif de notre étude, c'était donc de comparer le risque de survenue de CPP en fonction de cette quantité d'apport liquidien opératoire et de voir si on pouvait établir un seuil potentiellement plus précis que cette échelle de 2 à 6 000 kHz. C'était une étude du coup observationnelle, monocentrique, rétrospective, avec un recueil prospectif exécutif, donc en REDCap. Les critères d'inclusion, c'était tous les patients majeurs qui passaient au bloc opératoire de chirurgie thoracique qui étaient programmés avec résection pulmonaire, donc de novembre 2018 à novembre 2020. Et les critères d'exclusion, c'était donc les femmes enceintes, tout ce qui est la chirurgie urgente et la chirurgie thoracique sans résection pulmonaire. Le protocole, vous le connaissez, c'était une chirurgie sous anesthésie générale avec une industrie fentanyl, une intubation McGrath avec une sonde d'exclusion pulmonaire, une ventilation protectrice, un algorithme de prise en charge d'une hypoxémie avec des manœuvres de recrutement si désaturation et l'expansion volémique était laissée à l'appréciation de l'anesthésiste en salle. Le critère de jugement principal, c'était un critère de jugement composite et donc c'était la survenue de complications pulmonaires post-opératoires qui rassemblait du coup la télectasie, la pneumopathie infectieuse, la pleurésie post-opératoire et l'embolie pulmonaire. Tous les analysés, notamment l'ensemble des détresse respiratoire, les instabilités hémodynamiques, les reprises chirurgicales, l'insuffisance rénale et les critères de RAC, donc à l'aide de REDCap. L'analyse était observationnelle et on a réalisé une courbe ROC pour essayer de déterminer un seuil statistique significatif d'apport volémique péropératoire, je vais en parler après, sur l'incidence des CPP. Donc, au niveau des caractéristiques de la population, au total, sur ces 2 ans, on avait 583 patients, la moitié de sexe masculin, âgés en moyenne de 62 ans. Score ASA 2, la chirurgie durait en moyenne 3,9 heures, la moitié de thoracotomie, et l'apport liquidien péropératoire en moyenne était de 3,4 ml/kH, donc plutôt restrictif. Au total, on a eu 129, donc sur ces 583, on a eu 129 complications pulmonaires post-opératoires, soit 27%, dont 93 atelectasie au total, 73 pneumopathies infectieuses, 3 embolies pulmonaires et 16 pleurésies. Donc, un patient a pu
a pu développer plusieurs complications. Donc, c'est pour ça que si on fait l'addition totale, des cas de complications, on trouve un nombre supérieur à 129. Donc, au total, 27% de complications pulmonaires post-opératoires. On a créé du coup deux groupes. Analysé deux groupes. Un groupe qui a développé les complications pulmonaires post-opératoires et un autre groupe sans complications pulmonaires post-opératoires. Donc, 454 patients des 583 n'ont pas développé de complications pulmonaires et 129 en ont développé une. Ils étaient en préopératoire comparables au niveau, les deux groupes étaient comparables au niveau de l'âge, du sexe, de l'IMC, de l'antécédent d'éthylisme, de l'antécédent de cardiopathie et du diabète, de l'hypertension. Donc, tous ces facteurs de risque, entre guillemets, étaient comparables. Et en revanche, on a vu des facteurs de risque préopératoires, donc dépendants du patient, avec l'antécédent de tabagisme actif, l'insuffisance rénale et la BPCE. On retrouve également donc, le score ARIS-4, qui est un score prédictif au même titre que le thoracoscore, qui, une fois calculé, était significatif. Donc, entre guillemets, on a confirmé ce score. C'est une valeur supérieure à 45. On a un risque augmenté de développer une complication pulmonaire post-opératoire. En ce qui concerne l'apport liquidien péropératoire dans ces deux groupes, on voit une différence statistiquement significative avec un P inférieur à 0,01, avec en moyenne une valeur du coup d'apport liquidien en millilitres kilo-heure plus élevée dans le groupe qui a développé une CPP. Et donc, on a créé à partir de toutes ces données une courbe ROC, donc là qui correspond à un seuil de 4,57 millilitres kilo-heure, qui est le seuil pour lequel la valeur de la sensibilité et de la spécificité est la meilleure. Donc, passé ce seuil-là, on a un risque bien augmenté de développer une complication pulmonaire post-opératoire, en sachant que l'air sous la courbe était de 0,71 pour ce seuil prédictif. Dans l'analyse multivariée, avec l'inclusion dans les facteurs confondants du tabagisme actif, de l'âge, du score ARIS-4 et du sexe masculin, on a, pour un seuil supérieur à 4,5 ml/h, un odds ratio à 2,55, avec un intervalle de confiance à 95% qui allait de 2,1 à 4,3. Donc là, ce graphique, il est intéressant. Il représente la distribution des complications pulmonaires post-opératoires en fonction du seuil de remplissage péropératoire. En ordonnée à droite, on a la probabilité de CPP en fonction du seuil, donc de 0 à 1. En abscisse, on a les seuils de remplissage, donc de 1 à plus de 9 ml/h. Et en ordonnée à gauche, le nombre cumulé de CPP. Donc, on voit qu'une fois, donc on place notre seuil environ à 4,57 qui est ici, on voit que la courbe de probabilité augmente énormément passé ce seuil, et passe de, entre guillemets, pour un seuil inférieur à 4,57 à une probabilité, entre guillemets, à 0,15 de développer une CPP en post-opératoire. Une fois ce seuil passé, donc supérieur à 4,5 ml/h, on est plus aux alentours de 0,65 de probabilité. Là, on a l'impression que la courbe donc, cumulée de CPP, elle est linéaire, mais il faut savoir qu'à gauche du seuil, on a trois quarts des patients, donc, versus un quart des patients à droite, pour au final, je ne sais pas si je suis clair, mais le même nombre de CPP à gauche et à droite de la courbe. Donc, en gros, pour simplifier, on a 60 CPP pour trois quarts des patients de l'étude à gauche du seuil, donc quand on est inférieur à 4,5 ml/h, versus 60 CPP pour un quart des patients de l'étude quand on est supérieur au seuil de 4,5 ml/h. L'apparition d'une CPP, elle est responsable du coup d'une morbidité plus élevée en post-opératoire, avec pour ces patients-là qui développent une CPP, une altération de la RAC,
avec notamment plus de douleurs en post-opératoire. On a une augmentation de complications après la sortie de l'USC, 43% versus 24%, et une augmentation de transfert en réanimation, avec 21% de passage en réanimation pour les patients qui développent une CPP versus 0,44 pour ceux qui n'en développent pas. On a également une augmentation du délai de séjour à l'USC et à l'hôpital qui est plus importante. Donc, en gros, par cette étude, on retrouve une association indépendante entre un remplissage vasculaire péropératoire supérieur à 4,5 mK/h de chirurgie et l'augmentation du risque de survenue de complications pulmonaires post-opératoires avec un odds ratio supérieur à 2,53. Donc, on est pile au milieu des recos, mais ça permet de préciser un petit peu ce seuil en le rétrécissant un petit peu. Et donc, l'apparition de cette complication pulmonaire post-opératoire va gréver le pronostic des patients. La force de cette étude était que c'était rigoureux. On a fait un recueil consécutif et prospectif des données. Il n'y a pas eu de biais d'information. L'effectif de 600 patients il est assez conséquent. Il y a une bonne validité externe. On a peu de critères d'exclusion. Après, dans les limites, c'est que c'est une étude rétrospective observationnelle. On n'a pas de lien du coup de causalité et le critère de jugement est composite. Donc, ce qu'on peut conclure en tout cas, c'est sans forcément changer nos procédures, puisqu'on voit que dans 3/4 du temps, on est inférieur à ce seuil, donc c'est plutôt bien. Mais en tout cas, un patient qu'on a dû plus remplir que 4,5 mK/h peut être plus à risque de développer une complication pulmonaire post-opératoire. Donc, être bien attentif pour ça. Et donc, que c'est un facteur pronostic indépendant, simple, qui peut détecter les patients à risque de se compliquer dès la sortie du bloc opératoire et avant l'admission en soins critiques. Dans les perspectives, du coup, on en avait parlé, le monitorage par Doppler œsophagien dans les deux bras pour guider le remplissage en chirurgie thoracique, il n'est pas forcément indiqué puisqu'on va avoir tendance à plutôt remplir les patients. Si on n'écoute que le Doppler œsophagien, les patients ils vont être très charge dépendants et finalement, ils ne vont pas rester dans une stratégie restrictive. Et ce qu'on fait de bien là, finalement, on va peut-être moins le faire puisque les patients vont être plus remplis que ça. Et l'idéal serait une étude prospective contrôlée randomisée en intention de traiter avec deux groupes un peu entre ce seuil-là, entre 2 et 6 mK/h pour établir vraiment le lien de causalité. On avait parlé aussi du score de propension qu'on attend toujours pour essayer d'apparier les groupes pour apparier notre étude, donc apparier chaque patient qui a eu plus de 4,5 mK/h à un patient qui en a eu moins, pour essayer de, entre guillemets, faire comme si c'était une étude randomisée, renforcer la force de cette étude. Mais pour l'instant, c'est encore... Ce serait plus simple.